Vous croyez qu'une fois la dernière tomate cueillie, la saison du potager est bouclée? Détrompez-vous. En réalité, c'est en automne que se jettent les bases d'une future récolte vraiment généreuse. Aujourd'hui, nous allons aborder la question cruciale: comment préparer correctement la terre pour le prochain cycle de culture. Et je vous promets, vous découvrirez quelques astuces qui feront des travaux de printemps, habituellement ardus, une véritable partie de plaisir. La préparation du sol en automne, ce n'est pas qu'un simple nettoyage, c'est prendre soin de l'atout le plus précieux de votre potager, la terre. Imaginez que vous envoyez un travailleur, épuisé par les efforts de l'été, en cure de repos bien mérité. C'est exactement ce que nous allons faire: la soigner, la nourrir et la couvrir, pour qu'au printemps, elle se réveille pleine de vitalité, prête à de nouveaux exploits. Alors, par où commencer notre grande opération d'automne baptisée Mon potager en pleine santé? C'est très simple. Commençons par un grand nettoyage. Et le premier point sur notre liste, c'est le ramassage complet et total de tous les restes de la récolte. Oui, oui, je ne parle pas seulement des dernières courgettes, mais aussi de cette petite carotte que vous avez eu la flemme de déterrer, et de ces pommes tombées qui traînent tristement sous l'arbre. Ça vous semble insignifiant? Eh bien, détrompez-vous. Chaque fruit oublié, chaque pomme de terre laissée en terre est un véritable hôtel 5 étoiles pour l'hivernage des maladies et des parasites. Imaginez, dans cette tomate en train de pourrir, les spores du mildiou s'installent confortablement pour l'hiver. Et dans la carotte fendue, les larves de la mouche de la carotte. Au printemps, elles se réveilleront, vous remercieront de votre hospitalité et s'attaqueront de plus belle à vos jeunes plantations. C'est pourquoi nous allons passer notre terrain au peigne fin. Tout ce qui aurait dû finir sur votre table, mais qui, pour une raison ou une autre, est resté dans le potager, nous le retirons sans le moindre regret. Les parterres sont vides, les paniers pleins. On pourrait croire que c'est le moment de souffler? Pas si vite. Notre prochain adversaire, ce sont les résidus végétaux, toutes les fanes, les tiges, les feuilles, et bien sûr, les mauvaises herbes qui tentent déjà de reconquérir l'espace libéré. Ce n'est pas qu'un simple tas de verdure fanée, ce sont de potentielles résidences secondaires pour toute une armée d'indésirables. Imaginez un instant, sur les tiges sèches de vos tomates peuvent persister des spores de champignons, sur les feuilles de choux, des pontes d'œufs d'insectes nuisibles. En fait, laisser ces résidus au potager, c'est comme poser des panneaux « Bienvenue aux parasites », des gîtes pour l'hiver vous attendent ici. Et j'entends souvent la question: pourquoi ne pas simplement tout enfouir avec la végétation? C'est de la matière organique après tout. Stop, c'est une des erreurs les plus périlleuses. Si vos plantes ont été malades même un peu en enfouissant leurs résidus, vous contaminez délibérément votre sol pour l'année prochaine. La règle est donc simple. Nous éliminons impitoyablement tous les résidus végétaux de nos parterres. La matière végétale saine peut aller au tas de compost, mais tout ce qui est suspect, avec des taches ou des dépôts, doit impérativement être brûlé ou évacué du terrain. Aucun compromis possible. Le champ de bataille est dégagé. Vos parcelles sont impeccables, mais l'ennemi, comme chacun sait, est souvent invisible. Je parle ici des bactéries, des champignons et autres micro-organismes nuisibles qui persistent dans la couche superficielle du sol. C'est particulièrement vrai pour les zones où les maladies ont fait rage cette année, comme le mildiou sur les tomates ou l'oïdium sur les concombres. Si vous n'intervenez pas, ces agents pathogènes passeront l'hiver sans encombre dans le sol et, au printemps, réserveront un accueil pour le moins chaleureux à vos nouvelles plantations. Alors, comment procéder à cette désinfection? Plusieurs méthodes ont fait leurs preuves. La méthode classique, presque à l'ancienne, consiste à traiter le sol avec une solution de sulfate de cuivre ou de fer. Ce sont des fongicides efficaces, mais aussi très puissants. Il est donc crucial de respecter scrupuleusement le dosage indiqué sur l'emballage pour ne pas endommager le sol. Pour ceux qui préfèrent une approche plus écologique, il existe des biopréparations modernes. Elles contiennent des micro-organismes bénéfiques qui suppriment le développement de la flore pathogène. Des produits comme le phytosporin ou le trichodermine agissent de manière plus douce mais tout aussi efficacement. Il suffit de les diluer selon les instructions et d'arroser généreusement vos parcelles.
Cette procédure est comparable à un antiseptique sur une plaie. Elle assainit le sol et crée un environnement propice à la bonne croissance de vos futures récoltes. Et maintenant, abordons la question qui divise tous les jardiniers. Un sujet qui a fait couler plus d'encre et briser plus de bêches. Que les lance dans les joutes médiévales. Faut-il ou non bêcher la terre à l'automne? Commençons par examiner les arguments des partisans du bêchage classique et profond. Que nous apporte-t-il? Premièrement, un ameublissement en profondeur. La terre, qui s'est densifiée et tassée pendant l'été, devient aérée et poreuse. Cela améliore considérablement l'accès de l'oxygène et de l'humidité aux futures racines de vos plantes. Deuxièmement, le bêchage d'automne est un véritable coup fatal pour les nuisibles. Imaginez, en retournant une motte de terre, toutes les larves qui s'étaient confortablement installées pour l'hiver, comme les larves de hannetons ou les vers fils de fer, se retrouvent brutalement exposées en surface. Là, elles sont à la merci du gel et des oiseaux affamés. Leurs chances de survie sont alors quasi nulles. Il en va de même pour les rhizomes des mauvaises herbes vivaces, telles le chien-dent. Nous les remontons à la surface, où elles sont vouées à geler et à mourir durant l'hiver. Ainsi, du point de vue de la lutte contre les nuisibles et les mauvaises herbes, ainsi que de l'amélioration de la structure des sols lourds, le bêchage apparaît comme une action très logique et judicieuse. Mais ne vous précipitez pas à sortir la pelle, car les adversaires du labour profond ont des arguments solides et très convaincants. Le principal d'entre eux est le suivant. Le sol n'est pas qu'une simple terre, c'est un écosystème vivant incroyablement complexe. Dans la couche supérieure, riche en oxygène, vivent des bactéries aérobies. Elles jouent un rôle essentiel en aidant les plantes à assimiler les nutriments. Un peu plus profondément, dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, s'activent les micro-organismes anaérobies. Leur travail est, lui aussi, tout aussi crucial. Alors, que se passe-t-il lorsque nous retournons cette terre avec une pelle? Nous inversons littéralement leur monde. Les bactéries aérobies, qui ont besoin d'oxygène, se retrouvent enterrées, vivantes et périssent. Les anaérobies, à l'inverse, sont propulsées à la surface, dans un milieu oxygéné qui leur est fatal, et elles aussi meurent. En somme, avec un labour profond, nous portons un coup dévastateur à la fertilité de la terre, en anéantissant sa précieuse microfaune. C'est comme démolir un immeuble entier pour simplement y faire un grand nettoyage. La structure du sol est ainsi irrémédiablement perturbée et des années seront nécessaires pour qu'elle se reconstitue. Voilà le revers de la médaille. Alors, que faire? Comment trouver le juste milieu entre un sol ameubli et un écosystème vivant? La vérité, comme souvent, se situe quelque part au milieu, et cela dépend avant tout d'un facteur clé, le type de votre sol. Décryptons cela ensemble. Si votre sol est léger, sableux ou sablo-limoneux, et qu'il est déjà naturellement aéré et friable, un labour profond avec retournement de la motte n'est absolument pas nécessaire. Vous feriez plus de mal que de bien. Dans ce cas, votre meilleur allié sera un sarcloir ou une simple fourche bêche. Votre objectif est de réaliser ce qu'on appelle un ameublissement superficiel sans retournement du sol. Il s'agit simplement de travailler la couche superficielle du sol sur une profondeur de 5 à 10 cm, l'aérer sans pour autant retourner la terre sens dessus-dessous. Ainsi, vous améliorez la structure du sol, vous coupez les mauvaises herbes et surtout, vous préservez la vie de tous les micro-organismes bénéfiques. Voilà le compromis intelligent pour un sol léger et de bonne qualité. Si la terre de votre jardin est lourde, argileuse, compacte, et qu'après la pluie elle se transforme en béton, alors un simple outil de surface ne suffira malheureusement pas. Pour de tels sols, un labour profond à l'automne n'est pas une simple recommandation, mais un véritable salut. Et voici un secret important. Lors de ce labour, ne cherchez surtout pas à briser les mottes. Au contraire, laissez-les telles quelles, grandes et informes. La magie opère pendant l'hiver. Le gel et l'humidité feront tout le travail ingrat pour vous. L'eau, en s'infiltrant dans les pores des mottes, gèlera et se dilatera, disloquant ainsi les agrégats denses de l'intérieur. C'est un ameublissement naturel et gratuit. Au printemps, après la fonte des neiges, vous découvrirez que votre terre lourde et argileuse s'est transformée en une structure meuble, grumeleuse et bien aérée. Il ne vous restera plus qu'à passer un léger coup de râteau.
Pour les jardiniers aux prises avec des terres difficiles, le labour d'automne est donc un moyen de transformer un travail de forçat printanier en une simple formalité. Démystifions l'un des mythes les plus tenaces du jardinage. Il affirme que le fumier doit être épandu au printemps, juste avant les plantations. Surtout, ne faites jamais cela. Le fumier frais est un amendement très concentré et agressif. Il contient une forte concentration d'ammoniac, capable de brûler littéralement les racines fragiles des jeunes plants. C'est un peu comme vouloir nourrir un nourrisson avec une soupe brûlante. De plus, le fumier frais regorge d'une quantité impressionnante de graines de mauvaises herbes qui se feront un plaisir de germer dans votre potager dès le printemps. Mais que faire si l'accès à du fumier de qualité est un véritable casse-tête? Pas de panique. Nous avons une solution universelle et probablement la meilleure à la question comment fertiliser son sol. Le compost. Ce compost mûr, friable et exhalant cette bonne odeur de sous-bois est un véritable or noir pour tout jardinier. Il ne se contente pas de nourrir, il revitalise et guérit même le sol. Le compost améliore la structure de n'importe quel sol. Il rend les terres argileuses lourdes plus meubles et aérées, et les sols sableux légers, plus aptes à retenir l'humidité. Il peuple le sol de micro-organismes bénéfiques qui aident les plantes à mieux assimiler les nutriments et à mieux résister aux maladies. L'automne est le moment idéal pour incorporer le compost. Il suffit de le répartir uniformément sur la surface de vos planches de culture en une couche de quelques centimètres. Vous pouvez ensuite l'incorporer légèrement à la couche superficielle du sol avec une binette ou un râteau, ou simplement le laisser en surface en guise de paillis. Durant l'hiver, les vers de terre et les micro-organismes feront tout le travail et transporteront eux-mêmes les précieux nutriments en profondeur. Il existe une autre source d'amendement organique fantastique et entièrement gratuite qui traîne littéralement sous nos pieds en automne, les feuilles mortes. Par habitude, beaucoup ramassent les feuilles en tas et les brûlent, mais pour le jardinier, c'est un véritable gaspillage. Pourtant, les feuilles, surtout celles d'arbres comme le bouleau, l'érable ou le tilleul, constituent un excellent engrais organique et un matériau formidable pour améliorer la structure du sol. Cependant, il y a une nuance importante. Toutes les feuilles ne sont pas également bénéfiques. La règle d'or est de n'utiliser que des feuilles saines. Il est formellement déconseillé de ramasser les feuilles d'arbres fruitiers, notamment les pommiers et les poiriers, si ces derniers ont été atteints durant la saison par des maladies comme la tavelure ou d'autres affections fongiques. Les spores de ces maladies hivernent parfaitement sur les feuilles tombées. Une fois les feuilles saines collectées, deux options s'offrent à vous, soit les intégrer à un tas de compost séparé pour obtenir un précieux terreau de feuilles, soit les étaler simplement en fines couches sur vos parcelles vides en les recouvrant légèrement de terre pour éviter qu'elles ne soient emportées par le vent. Durant l'hiver, elles commenceront à se décomposer, enrichissant ainsi le sol et servant de nourriture aux vers de terre. Abordons maintenant la question des engrais minéraux. Si les amendements organiques sont excellents, le sol a parfois besoin d'un apport plus ciblé pour compenser la perte d'éléments spécifiques épuisés par les récoltes successives. L'automne est d'ailleurs la période idéale pour l'apport d'engrais à libération lente. Les éléments essentiels pour cette saison automnale sont le phosphore et le potassium. Mais pourquoi ces deux éléments en particulier? Ces éléments jouent un rôle crucial dans le développement du système racinaire, la formation des bourgeons floraux et des futurs fruits, et contribuent à la résistance globale des végétaux face à l'hiver. Les engrais phosphatés et potassiques, comme le superphosphate ou le sulfate de potassium, se dissolvent très lentement dans le sol. Si vous les apportez au printemps, les plantes n'auront tout simplement pas le temps de les assimiler au moment opportun. En revanche, durant les mois d'automne et d'hiver, sous l'action de l'humidité, les granulés se décomposeront petit à petit. Ainsi, au début de la nouvelle saison, les éléments nutritifs seront disponibles sous une forme parfaitement assimilable par les jeunes racines. À l'inverse, ce qu'il faut absolument éviter d'apporter à l'automne, ce sont les engrais azotés, tels que l'urée ou le nitrate d'ammonium. L'azote, en effet, stimule le développement de la masse foliaire, ce qui est contre-productif en automne. De plus, il est très mobile et sera simplement lessivé par les eaux de pluie et de fonte durant l'hiver.
s'infiltrant dans les couches profondes du sol sans apporter le moindre bénéfice. Il est un autre indicateur agrochimique crucial et pourtant trop souvent oublié, le pH du sol, autrement dit son acidité. Vous aurez beau utiliser les engrais les plus performants et les plus coûteux, si votre terre est trop acide, la plupart des nutriments seront simplement bloqués et inaccessibles pour vos cultures. La majorité des légumes préfèrent un sol neutre ou légèrement acide. L'automne est le moment idéal pour procéder au chaulage, c'est-à-dire à la désacidification du sol. Pourquoi? Parce que les produits utilisés à cet effet, comme la dolomie, la chaux éteinte ou la cendre de bois, n'agissent pas instantanément. Il leur faut du temps pour réagir chimiquement avec le sol et modifier son équilibre acido-basique. En épandant ces amendements calcaires à l'automne, vous leur laissez tout l'hiver pour agir. Sur 5 à 6 mois, ils vont faire leur travail en toute tranquillité et au moment des semis et plantations printaniers, vous bénéficierez d'un sol au pH idéal, prêt à céder efficacement tous ces éléments nutritifs à vos plantes. Il suffit de répartir uniformément la quantité nécessaire de produits sur la surface de votre parcelle ou de votre potager et de l'incorporer légèrement à l'aide d'un râteau. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'une arme secrète que tous les adeptes avisés du jardinage naturel utilisent. Il s'agit des engrais verts, aussi connus sous le nom de plantes d'amélioration du sol. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont des végétaux que nous semons volontairement sur nos parcelles inoccupées à l'automne, non pas pour la récolte, mais pour les bienfaits qu'ils apportent à la terre elle-même. Parmi les engrais verts d'automne les plus populaires, on retrouve la moutarde, l'avoine, le seigle et la facélie. Où réside leur incroyable pouvoir? Premièrement, ils poussent très rapidement, formant un tapis végétal dense. Ce tapis protège le sol de l'érosion éolienne et du lessivage des nutriments par les pluies automnales. Deuxièmement, leur puissant système racinaire ameublit la terre en profondeur, améliorant sa structure mieux que n'importe quelle bêche. Troisièmement, une fois qu'ils ont développé une belle masse végétale, ils se transforment en un excellent amendement organique. À la fin de l'automne ou au printemps, il suffit de les faucher et de les incorporer légèrement à la couche superficielle du sol. En se décomposant, ils enrichiront la terre en azote, en potassium et en précieuses matières organiques. En somme, en semant des engrais verts, vous couvrez votre terre pour l'hiver d'une couverture chaude, vivante et hautement nutritive. Approfondissons un peu la magie des engrais verts, car les cultures intermédiaires ne sont pas qu'une simple masse végétale. Chaque type de plante remplit des rôles variés, parfois uniques. Par exemple, les légumineuses, telles que la vessée ou le pois d'hiver, possèdent une capacité étonnante. Leurs racines abritent des bactéries spécifiques, dites nodulaires, capables de fixer l'azote atmosphérique et de l'accumuler dans le sol. En somme, vous bénéficiez d'un engrais azoté gratuit et de la plus haute qualité. Quant aux graminées, comme le seigle d'hiver ou l'avoine, elles sont réputées pour leur système racinaire puissant et ramifié. Elles pénètrent profondément dans le sol, l'ameublissent remarquablement et remontent des couches profondes vers la surface des éléments nutritifs essentiels. De plus, le seigle libère dans le sol des substances qui inhibent la croissance de nombreuses mauvaises herbes, y compris des plus tenaces, comme le chien-dent. En semant du seigle à l'automne, vous améliorerez non seulement la structure du sol, mais vous effectuerez également un véritable assainissement contre ces hôtes indésirables. Passons maintenant à mon coup de cœur parmi les engrais verts, le véritable allié du jardin, la moutarde. Cette plante de la famille des crucifères est une aubaine pour les semis d'automne. Sa croissance est incroyablement rapide. En à peine un mois après la levée, elle forme un tapis vert dense qui étouffe toutes les mauvaises herbes. Mais ce n'est pas son seul atout majeur. Les sécrétions racinaires de la moutarde ont un puissant effet assainissant. Elles inhibent le développement de nombreux champignons pathogènes dans le sol, tels que le mildiou et les agents responsables de la pourriture des racines. Et ce n'est pas tout. De nombreux parasites du sol ne supportent tout simplement pas la moutarde. Le taupin, véritable fléau des cultures de pommes de terre, la redoute particulièrement. Semer régulièrement de la moutarde en automne sur les parcelles ayant accueilli des pommes de terre ou d'autres légumes racines est l'un des moyens les plus efficaces et écologiques de se débarrasser de ce vorace nuisible.
Ainsi, en semant de la moutarde, vous fertilisez, soignez et protégez votre terre en même temps. Un aspect qui mérite une attention toute particulière, c'est la préparation automnale de votre serre. On pourrait penser, elle est sous abri, quel impact cela peut-il bien avoir? En réalité, c'est précisément dans la serre que le soin apporté au sol est capital, plus que nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'une serre est un espace clos, caractérisé par une humidité et une température accrue. Ces conditions sont idéales non seulement pour la croissance de vos plantes, mais aussi pour l'accumulation et la prolifération de toutes sortes de pathogènes et de parasites. Au fil de la saison, une quantité considérable de spores de champignons et de larves d'insectes se concentre dans le sol de votre serre. C'est pourquoi, une fois que vous avez retiré tous les résidus végétaux de votre serre, il est indispensable de procéder à un nettoyage en profondeur. Lavez méticuleusement toutes les structures, le polycarbonate, les profilés, les portes, avec une solution savonneuse ou à base de soude. Ensuite, passez au sol. Celui-ci doit être généreusement arrosé avec une solution désinfectante. Il peut s'agir de sulfate de cuivre ou de biofongicides plus doux et respectueux de l'environnement. Certains jardiniers vont même jusqu'à retirer la couche supérieure du sol, d'une épaisseur de 5 à 7 cm, pour la remplacer par du compost frais. C'est un travail fastidieux mais très efficace. Ne négligez pas cette étape à l'automne, et la saison prochaine, votre serre vous le rendra au centuple avec des plantes saines et une récolte abondante. Une fois les principaux travaux de nettoyage et de fertilisation du sol terminés, c'est le moment idéal pour une autre tâche qui vous fera gagner un temps et une énergie précieux au printemps, la préparation de vos planches de culture. Au printemps, la terre est souvent gorgée d'eau, lourde et collante, et la travailler relève du défi. En automne, en revanche, le sol est généralement ni trop sec ni trop humide, il est meuble et friable, ce qui rend l'aménagement des parcelles un vrai plaisir. Vous pouvez en profiter pour délimiter votre futur potager, créer des buttes de culture ou des carrés potagers surélevés, installer des bordures en bois ou en ardoise et tracer vos allées. Imaginez, le printemps arrive, la neige fond et tout est déjà prêt pour les semis et plantations. Pas besoin d'attendre que la terre sèche, ni de batailler avec la bêche et les tracés. Il vous suffira de prendre vos sachets de graines, d'ameublir légèrement la surface de vos parcelles déjà formées et de commencer à semer. C'est non seulement un gain de confort, mais cela vous permet aussi d'entamer les travaux de semis 1 à 2 semaines plus tôt. Et un départ anticipé, comme on le sait, est la clé d'une récolte précoce. La prochaine étape que beaucoup ont tendance à ignorer, à tort d'ailleurs, est le paillage de vos cultures pour l'hiver. Mais qu'est-ce que le paillage exactement? C'est une couverture protectrice pour le sol. Imaginez que vous enveloppez votre terre d'une couverture chaude avant un hiver long et froid. Dans la nature, le sol n'est jamais à nu. Il est toujours recouvert d'herbes ou de feuilles mortes. Alors, pourquoi devrions-nous laisser nos parterres à découvert? Le paillage assure à la fois plusieurs fonctions capitales. Tout d'abord, il protège le sol de l'érosion. Il n'est pas emporté par les pluies d'automne ni balayé par les vents d'hiver. Deuxièmement, la couche de paillage empêche la formation d'une croûte de terre compacte. Au printemps, le sol en dessous restera meuble et aéré. Enfin, le paillage est un apport nutritif supplémentaire. Au fil de l'hiver, sa couche inférieure va commencer à se décomposer, enrichissant le sol en matière organique et servant de nourriture aux vers de terre et aux micro-organismes utiles. Comme paillis d'automne, vous pouvez utiliser de la paille, de l'herbe coupée sans graines, de la sciure, des aiguilles de pin ou tout simplement des feuilles mortes. Déposez simplement le matériau choisi sur une épaisseur de 5 à 10 cm sur la surface de vos parterres préparés. Et une fois que le gros du travail physique au jardin est derrière nous, il est temps de se consacrer à la partie la plus cruciale et la plus intellectuelle, la planification. C'est en automne, quand les réussites et les déconvenues de la saison passée sont encore bien présentes à l'esprit, qu'il faut absolument prendre un crayon et du papier. Tracez un plan simple de votre potager. Indiquez-y précisément où pousser les tomates cette année, où se trouvaient les choux et l'emplacement des carottes. Pourquoi est-ce si important? Pour appliquer la règle d'or du jardinier avisé, la rotation des cultures. Il est primordial de ne jamais planter la même espèce au même endroit plusieurs années de suite. Cette pratique épuise le sol,
car chaque culture prélève des nutriments spécifiques. De plus, les maladies et les parasites spécifiques à une culture s'accumulent dans le sol. En dressant ce plan, vous pourrez penser de manière stratégique à la rotation de vos cultures pour l'année prochaine. Par exemple, après des tomates, grandes consommatrices de potassium, semez des légumineuses qui enrichiront la terre en azote. Et à l'emplacement des choux, souvent sujets à la hernie, plantez de l'ail ou des oignons, connus pour assainir le sol. Cette planification automnale est votre coup stratégique, garantissant la santé de votre potager et des récoltes abondantes pour les années à venir. Et nous voici arrivés à la révélation essentielle. Le résultat le plus important de vos efforts automnaux, ce n'est pas seulement d'avoir des parterres propres et bien amendés. Vous lancez un véritable réacteur naturel. Pendant l'hiver, sous la neige, votre terre ne dort pas. Le travail y bat son plein. Vers et micro-organismes transforment la matière organique, les engrais ajoutés se dissolvent lentement, et la structure du sol s'améliore sous l'action du gel et de l'humidité. Vous créez un écosystème vivant et sain qui travaillera pour vous tout au long de l'année prochaine. Au printemps, vous n'aurez pas à réanimer en catastrophe une terre épuisée. Vous retrouverez un potager où vous attendra déjà une terre meuble, fertile et pleine de vie, prête à accueillir les semences et à vous offrir une récolte incroyable. Voilà la véritable magie des travaux d'automne. En résumé, la préparation automnale du potager, ce n'est pas la fin de la saison, mais son début le plus judicieux. Le nettoyage, l'ameublissement, la fertilisation et la protection. Voilà les 4 piliers sur lesquels repose la santé de votre terre et l'avenir de vos récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, une question pour vous, nos spectateurs expérimentés. Racontez-nous en commentaire quelle est votre méthode préférée pour préparer le sol en automne. Êtes-vous adepte du labourage classique ou préférez-vous les planches de culture paresseuses? Discutons-en.